Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'écoutez. Hmm. Et vous avez le slide qui est affiché. Est-ce que tout est correct? Oui, monsieur. Bonjour monsieur, oui. Bonjour. Très bien, donc le son étant correct, le slide s'affiche. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres qui vont rejoindre le cours parce qu'à chaque fois, donc, il faut activer l'entrée. Donc, je réitère ce qu'on a parlé l'autre fois du système international d'unité. Et on a parlé de la longueur, de la masse, du temps, du courant électrique. Voilà, donc, ça ne s'affiche pas le problème. Je reviens à l'autre. Le problème, c'est que ça ne s'affiche pas. Il faut que je revienne vers l'autre. Voilà. Donc, le courant électrique. Donc, vous remarquez que. Ah, voilà. Voilà. Accepter. Donc, j'attends encore quelques minutes ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, vous remarquez très bien que les grandeurs, donc il y en a 7. Le symbole, donc quand on écrit par exemple la longueur, c'est L, X, R, etc. Le symbole aux dimensions, il faut faire attention au symbole aux dimensions. Donc, attention, je mets le laser ici. Il est où? Pointeur laser, d'accord. Donc, le symbole ici, le L, c'est le symbole des équations en dimension. On va faire un exercice après pour comprendre. La masse, c'est grand M. C'est grand M dans l'équation en dimension. Grand T pour le temps, grand I pour le courant électrique, θ pour la température thermodynamique, et N pour la quantité de matière, J pour l'intensité lumineuse. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de... Ça marche pas bien, ça. Aujourd'hui, on va essayer de voir les différentes grandeurs de base qui ont été redéfinies en majeure partie, en mai 2019. On va s'expliquer sur toutes ces unités. Donc, l'autre fois, je vous ai parlé de l'étalon standard, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai parlé du grand K, donc il faut le mémoriser encore, parce qu'on va en parler du kilogramme qui est très important, ce qu'on appelle le grand K. Actuellement, on n'utilise plus, voilà le pointeur, il est parti, voilà, on n'utilise plus cet artefact qui est la masse qui est conservée au Bureau international des poids et mesures. Et on a des copies, bien sûr, dans certains pays comme les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse, le Japon, etc. Donc, ils ont des copies. Mais aujourd'hui, à partir de mai 2019, ce n'est plus cet artefact, cette masse qui est utilisée comme étalon primaire. Bon, je passe, j'ai déjà expliqué donc c'est quoi un étalon standard. On a expliqué l'autre fois c'est quoi un étalon international, un étalon national, un étalon de référence, un étalon de travail. Et je vais insister, voilà, sur la traçabilité métrologique. J'ai déjà expliqué cette pyramide l'autre fois. Je vais encore la expliquer. Donc, cette pyramide, à la tête de cette pyramide, c'est l'étalon primaire national. C'est l'étalon primaire, c'est-à-dire chaque pays
possède donc un laboratoire national d'étalonnage. Donc, par exemple, en France, vous avez le LNE. Hein, donc, je vous ai donné l'autre fois le site, le laboratoire national d'étalonnage.fr. C'est une institution donc étatique qui fait la conservation des étalons primaires. Voilà. L'étalon primaire, il est au top de la précision. C'est très, très important. Ça veut dire c'est le maximum de précision dans un pays. Au-delà de l'étalon primaire et à la conservation des unités, ce qu'on appelle la comparaison internationale. Donc, ça se situe donc dans le Bureau international des points et mesures à Paris. Voilà, donc dans le deuxième étage de la pyramide, c'est l'étalon de référence avec une précision de 0,01%. Et donc, généralement, c'est les laboratoires d'étalonnage accrédités. On va en parler plus tard. Hein. Et dans le troisième étage, donc vers le bas, vous avez l'étalon de travail industriel. Étalon de travail industriel. Donc, c'est un étalonnage interne. Et dans le département d'entreprise, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle les appareils de mesure. Donc, c'est des appareils de mesure qui sont d'une précision généralement inférieure à 1%. Voilà. Attendez, je vais accepter l'entrée. Voilà. Donc, accepter. Voilà. Bon, s'il y a un problème d'affichage, il faut me le signaler. Hein. Donc, aujourd'hui, on va présenter le système international. Le système international suivant sa nouvelle configuration, c'est-à-dire défini en 2019. Donc, ça a été redéfini. Redéfini suivant quel principe? Par exemple, le temps. Hein, donc, il est défini avec cette constante physique. On va voir après c'est quoi. Donc, cette constante physique, c'est le rayonnement du césium. On a parlé de l'horloge atomique. Et l'horloge atomique, c'est par référence à la transition entre deux niveaux hyper fins de l'atome de césium. Et donc, ça génère une fréquence. Cette fréquence, elle est de pratiquement 9, etc. gigahertz. Donc, à partir de cette constante, qu'on va définir le temps, c'est-à-dire la seconde. C'est-à-dire l'horloge atomique, la seconde, elle est définie à partir de la transition entre deux niveaux hyper fins de l'atome de césium. C'est de la mécanique quantique. Hein. Donc, généralement, on se réfère pratiquement à toutes les constantes physiques. La vitesse de la lumière, ici, elle est utilisée pour l'unité de distance, c'est le mètre. La constante de Planck, elle est utilisée. On va voir après comment la constante de Planck entre dans la définition du kilogramme. Donc, la constante de Planck. Tout à l'heure, j'ai expliqué, juste avant, que le kilogramme étalon, c'était l'artefact, la masse de 1 kg qui est conservée au Bureau international du poids et mesure. Il y a des copies un peu dans le monde. Mais actuellement, on ne se réfère plus à cette masse. Donc, on se réfère à la masse, à la constante de Planck. Donc, concernant la charge élémentaire, le courant, donc l'électron, il a une charge élémentaire, eh bien, on a redéfini encore l'ampère à partir de l'électron. Parce qu'il y avait une autre définition avant 2019. Pareil pour la température, donc à partir de la constante de Boltzmann. La quantité de matière, c'est par rapport à la constante d'Avogadro. Et l'intensité lumineuse, c'est par rapport à la constante KCD, donc le rendement lumineux d'une radiation monochromatique de fréquence 540 10 puissance 12 Hz. Bon, on va expliquer ça
unité par unité. Donc, on va commencer par la seconde. Donc, la seconde, c'est quoi exactement? La seconde, actuellement, qui a été définie, la dernière définition de la seconde, c'est en 1967. La dernière définition. Hein. Donc, la seconde a été définie en 1967. Donc, jusqu'à sa dernière définition en 1967. Donc, la seconde relevée du domaine de l'astronomie. Donc, avant 67. Définie à l'origine comme la fraction, donc 1 sur 86 400 de la durée que met la Terre pour faire une rotation. Donc, ça a été défini avant 67, on définit donc la seconde comme étant la fraction du temps de la rotation de la Terre. Donc, cette première définition souffrait des irrégularités de la rotation de la Terre. Donc, en 1960, donc lors de la 11e conférence internationale, ce qu'on appelle la conférence générale des poids et mesures, la seconde est alors redéfinie comme la fraction de l'année tropique, ça veut dire la rotation pendant une année. Donc, elle gagne en précision, mais surtout, ce n'est pas précis. Hein. Donc, ces méthodes n'étaient pas aussi précises. Donc, en parallèle, donc pendant les années 60, la Conférence générale des poids et mesures a invité les laboratoires nationaux et internationaux, donc les laboratoires de météorologie, hein, à poursuivre leurs travaux de recherche pour réaliser un étalon de la mesure de l'unité de temps basé sur une transition entre deux niveaux d'énergie d'un atome. Qu'est-ce que ça veut dire l'atome? Vous savez très très bien que dans un atome, quand un électron passe d'un état à un autre, donc à l'intérieur de l'atome, il produit quoi? Il produit donc une énergie électromagnétique, donc de fréquence bien précise. Cette fréquence, elle est bien déterminée, et donc ils vont exciter l'atome de césium pour qu'il produise une certaine fréquence. D'accord? Cette fréquence, elle est pratiquement 9,1 GHz. Donc, c'est exactement, elle est mentionnée ici par cette valeur. Donc, la seconde, le symbole c'est S, ça c'est une définition du VIM hein, et l'unité du temps du système international. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de la fréquence du césium, delta V CS. CS, ça veut dire le césium. De la fréquence de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé. Ça, c'est une définition du VIM. Donc, qui est égal à cette valeur multipliée par le delta V. Lorsqu'elle est exprimée en Hertz, elle est égale à l'unité de seconde moins 1. Donc, il en résulte de cette définition que la seconde est égale à la durée de 9 donc, milliards, etc. Période, donc ça c'est ce chiffre, hein, de la radiation correspondante à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium non perturbé. Ça veut dire c'est ce chiffre-là qui est multiplié par la transition, ça veut dire le temps de transition entre deux niveaux hyper fins et qui va définir la seconde. Donc, la précision généralement atteinte avec ce mode de réalisation d'une horloge, c'est généralement 10 puissance moins 14. 10 puissance moins 14, mais il y a encore des recherches très poussées dans les laboratoires de météorologie pour arriver à 10 puissance moins 18, voire 10 puissance moins 19. J'ai expliqué l'autre fois que c'est grâce à cette précision qu'on a pu avoir le GPS. Donc, vous allez vous demander pourquoi on veut une précision de l'horloge à 10 puissance moins 14, voire plus. Eh bien, une des applications, c'est le GPS. Le GPS, avec une horloge classique, hein, avec une précision, l'autre fois on a démontré qu'avec une précision de 10 puissance moins 6, c'est le cas du quartz, on ne peut jamais réaliser le GPS.
Ça, c'est la définition de la seconde. Donc, on va passer au mètre. Donc, le mètre, c'est une définition qui date de 1983. Depuis 1983, c'est resté la même définition. Donc, depuis la première conférence générale des poids et mesures en 1889, qui sanctionna le prototype international du mètre en platine iridiée pour définir l'unité de longueur. Donc, l'unité de longueur a été définie en 1889 par un artefact. Ça veut dire c'était donc un morceau de métal qui valait pratiquement 1 mètre. Mais c'était quelque chose de matériel. Les chercheurs veulent aller à quelque chose qui n'est pas matériel. L'importance, elle est capitale. Quand vous avez un morceau de métal, par exemple le mètre, il est à Paris, il est à Londres, il est aux États-Unis, il est un peu partout. Eh bien, si on se réfère à cet artefact, supposons qu'en Algérie, on veut voir un étalon international du mètre, eh bien, ce sera un peu difficile parce qu'il faut faire une copie de ce mètre. Mais jamais on va avoir la précision de l'étalon primaire. D'accord? Et ça pose beaucoup de problèmes, de précision, etc. C'est pour cela que se référer à une constante physique de la nature, hein, c'est le cas de la vitesse de la lumière. Donc le mètre est sans doute l'unité de mesure qui a connu le plus grand nombre de définitions différentes. Le mètre est aussi la première unité du système international d'unités à avoir été explicitement établie sur une constante de la nature. Donc, c'est la première unité qui a été donc rattachée à une constante de la nature. Donc, le mètre, son symbole c'est M, est l'unité de longueur du système international. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la vitesse de la lumière dans le vide, égale à, donc la vitesse de la lumière, vous la connaissez, c'est pratiquement 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. La seconde étant définie en fonction de la transition de l'attente de césium. Qu'est-ce que ça veut dire cette définition? Ça, c'est une définition. Mais comment on va avoir le mètre en réalité? Quelqu'un va poser la question, comment je vais avoir le mètre en fonction de la vitesse de la lumière? Donc, il en résulte de cette définition que le mètre est la longueur, regardez, il faut bien lire, hein. Donc, il en résulte de cette définition que la lumière est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 sur 200, donc ce chiffre-là, donc 2 secondes. Ça veut dire, dans la réalisation de l'étalon, au lieu de prendre le morceau de métal, qu'est-ce qu'on va faire? On va produire donc un faisceau de laser, c'est un faisceau de laser, et on va essayer de voir le trajet du rayon de laser pendant le temps, ce temps-là. D'accord? Ce temps, donc c'est vraiment un très petit temps, hein. Le trajet de la lumière pendant ce temps-là, 1 sur ce chiffre-là, va nous donner le mètre. Donc, c'est une expérience à réaliser. Mais cette expérience ne dépendra jamais d'un artefact. Ça veut dire que cette expérience peut être reproduite n'importe où dans le monde. On peut la reproduire n'importe où dans le monde. Attendez, je vais accepter ce... Voilà, donc ça c'est la définition du mètre. Donc le mètre dépend, hein, de la constante physique de la nature qui est la C. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Maintenant, on va passer à une unité très importante qui a posé souvent de problèmes, c'est le kilogramme. Le kilogramme, la dernière définition, c'est en 2019. Voilà. C'est la dernière
unité, donc parmi les dernières, donc le kilogramme, qui a été défini en fonction d'une constante physique. Donc, depuis 1889, ça veut dire la définition de l'unité de masse était réalisée par un cylindre. Donc, j'ai tout à l'heure expliqué que c'était un cylindre, ce cylindre en platine éradiée qui a été conservé au Bureau international des poids et mesures, donc à Paris. Donc, cet artefact matériel disponible que dans un seul lieu. C'est un inconvénient. Et donc, généralement, il n'est pas stable dans le temps car non lié à un invariant de la nature. Donc, on va voir c'est quoi un invariant de la nature. Donc, c'est une constante physique. Donc, en effet, au cours des 4 comparaisons, donc ils ont remarqué, au cours des 4 comparaisons, j'ai expliqué l'autre fois ceci, ces 4 comparaisons effectuées en 1 siècle et demi, on a noté des incohérences entre la masse du prototype de masse étalon et d'autres prototypes de forme et de composition quasi identiques. Les comparaisons effectuées ont révélé que la masse du prototype de référence a varié d'environ 50 microgrammes. Voilà, donc entre l'IPK, l'International Prototype of Kilogram, par rapport à ces copies, a varié de 50 microgrammes. Mais 50 microgrammes, c'est beaucoup actuellement. Actuellement, c'est beaucoup. Il y a un siècle, 50 microgrammes, c'était rien du tout. Mais actuellement, c'est beaucoup. Par rapport à celle des autres prototypes et qu'il ne permet plus aujourd'hui une mesure certaine des masses. Donc, pour s'affranchir de ces limites, le comité international des poids et mesures a recommandé en 2005 de redéfinir le kilogramme à partir d'une constante fondamentale de la nature, Genèse, qui est la constante de Planck. Donc, on va voir le kilogramme. Le kilogramme symbole, donc kilogramme, est l'unité de masse du système international. Il est défini donc en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Planck H lorsqu'elle est exprimée en joules seconde, unité égale à kilogramme mètre au carré seconde moins 1. Le mètre et la seconde étant définis en fonction de la vitesse de la lumière et la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'atome de césium. Donc, cette définition, peut-être, vous n'allez pas bien la comprendre. C'est quoi cette définition? C'est une définition. Vous allez dire que, bon, le kilogramme, il est en fonction de H. Mais comment? En pratique, le plus important, c'est en pratique. On va voir les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser pour avoir un kilogramme qui dépend de la constante de Planck. Et c'est une expérience très sophistiquée et très difficile à mettre en œuvre. Bon, je n'explique pas pour toutes les unités du système SI, mais le kilogramme, c'est un peu particulier. Donc, pour réaliser donc, la masse étalon, qui est le kilogramme, le kilogramme étalon, qui dépendra de la constante physique, qui est la constante de Planck, on a utilisé ce qu'on appelle la balance de Keeble. Keeble, ça, c'est un savant qui est décédé en 2016, c'est un savant américain. Donc, qui s'appelle la balance de Watt. Donc, c'est un instrument permettant de convertir avec précision, 10-8, la puissance mécanique en puissance électrique et vice-versa. Bon, on va voir comment ça marche cette balance. Voilà. La balance de Watt. Regardez cette balance, comment elle est réalisée. Donc, j'ai essayé de faire ce dessin d'une manière simple pour comprendre c'est quoi cette balance. Cette balance existe dans les laboratoires nationaux de météorologie et cette balance a été inventée en premier aux USA, donc dans le NIST, à Washington. Et donc, il y a des copies, donc il y a d'autres balances qui ont été réalisées sur le même principe. Donc, en Angleterre, en France, dans pas mal de pays. Donc, il s'agit de quoi? Vous avez le kilogramme étalon ici. On veut savoir si c'est exactement le kilogramme. On prend le kilogramme étalon. On va essayer de voir comment rattacher ce kilogramme étalon à la constante de Planck. Donc, on va faire une pesée. D'accord? On va faire une pesée.
De l'autre côté de la balance, il n'y a pas un autre poids comme on fait chez les commerçants. Il n'y a pas un autre poids. Voilà. Donc, vous avez deux forces pour équilibrer la balance ici. Vous avez la masse. Vous avez la masse, cette masse, qui va donner une force égale à mg. La masse m multipliée par la gravitation. Pour équilibrer de l'autre côté la balance, on va utiliser un système électromécanique. Donc, ce système électromécanique, il est basé sur une bobine. Voilà, c'est une bobine. Je vais avoir, elle est plongée dans un champ magnétique, B. Donc, vous avez un champ magnétique constant, B, et vous avez une bobine qui est traversée par un courant I. Donc, vous connaissez très, très bien la loi de Laplace qui donne donc la force électrique, cette force, est égale à courant fois la longueur du bobinage de la bobine fois le champ B. En multipliant, donc c'est un produit vectoriel, hein, donc c'est un produit vectoriel, donc le produit vectoriel de la longueur L fois B va donner une force dans ce sens. Et donc, la bobine aura tendance, donc la bobine, cette bobine bleue, hein, cette bobine bleue, aura tendance à descendre. Donc, elle est traversée par un courant. Donc, regardez très bien, la force mécanique, ici, la force mécanique, ça c'est la force électrique, force mécanique est égale à mg. La balance, elle est équilibrée quand les deux forces sont égales. Donc, la force électrique sera égale à la force mécanique. On va écrire l'égalité des deux équations. Donc, BLI multiplié est égal à mg. On va trouver que la masse est égale à B fois L fois I divisé par G. Donc, comment on va avoir la masse dépendante? On veut avoir une dépendance de la masse de la constante de Planck. Regardez ici, vous avez un champ magnétique et vous avez une longueur. On peut commettre des erreurs sur la mesure de ces deux paramètres. On va voir que le courant et G, on peut les mesurer avec précision. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la détermination expérimentale du produit BL reste délicate et son incertitude de mesure est bien supérieure à l'incertitude relative 10-8 recherchée. On remédie à cette difficulté en effectuant une mesure de ce produit en phase dynamique. Ça, c'est une phase, ce qu'on appelle la phase statique. Voilà, c'est la phase statique, la phase 1. Ça veut dire c'est statique. La deuxième phase, ça va être dynamique. Regardez très bien. Cette deuxième phase dynamique, regardez, la même balance, mais cette fois-ci, donc vous avez la même bobine, le même aimant donc, qui produit le champ B, mais cette fois-ci, au lieu de mettre ici le kilogramme étalon, je veux déterminer dans cette phase dynamique le produit BL avec précision. Et donc ici, vous avez un moteur linéaire qui va entraîner avec une certaine vitesse V la balance. Donc imaginez que si vous avez un moteur, il va entraîner donc le fléau ici, ce fléau, il va entraîner, donc il va y avoir une rotation, il va y avoir une vitesse de la bobine. La bobine va avoir une certaine vitesse V dans le champ magnétique B. Et vous avez appris en licence que quand vous avez une bobine qui circule, donc qui bouge donc à une certaine vitesse V dans un champ magnétique, il va y avoir donc production d'un courant. Donc ce qu'on appelle la loi de Lenz-Faraday. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un changement de flux
Et donc, par la loi de Lenz-Faraday, on peut écrire que la tension produite au bornes de la bobine va être égale au champ magnétique B, donc qui est constant, à la longueur de la bobine qui est constante, fois la vitesse de déplacement de la bobine. Et donc, je peux déduire de l'équation précédente que mgv est égal à U fois I. U, c'est une tension produite par la bobine. I, c'est le courant dans la phase statique. Donc, vous avez la puissance mécanique qui est égale à la puissance électrique. Voilà. Ça, c'est le principe de la balance de Kibble, qui s'appelle la balance de Watt. Bon, elle a été inventée, ça fait longtemps, cette balance de Watt. Mais ce que le problème, la précision n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui, à cause de deux paramètres très importants. Maintenant, si je fais le calcul de la masse, je trouve une masse qui est égale à U, la tension dans la phase dynamique, fois le courant qui a été imposé dans la phase statique, divisé par la gravitation, multiplié par la vitesse V. Le problème maintenant, c'est que vous avez une mesure de tension et une mesure de courant. Comment on va mesurer la tension? Comment on va mesurer le courant? La gravitation, elle ne varie pas beaucoup, donc on peut utiliser un gravimètre, donc un système de mesure de gravité, donc ils ont des précisions très grandes, donc on peut mesurer la gravité. La vitesse de déplacement de la bobine, on peut la mesurer non pas par des codeurs optiques ou par des capteurs classiques. Attention, hein, on n'utilise pas ce genre de système ici. Hein. Donc on utilise des systèmes optiques. C'est quoi des systèmes optiques? Basés sur des interféromètres. Donc on mesure la vitesse de la bobine. C'est un peu complexe, hein. Je ne peux pas rentrer parce que ça prend énormément de temps pour expliquer la mesure de vitesse par un interféromètre. Ça veut dire que vous avez ici un laser et quand la bobine se déplace, on va mesurer l'interférence de deux faisceaux de laser et qui permettent de mesurer la distance avec une très, très grande précision et pour aboutir à la vitesse. Donc, c'est une méthode très usuelle pour mesurer des distances et des vitesses avec des interféromètres. On peut donner des exercices dans ce sens, dans le TD, il n'y a pas de problème. Maintenant, la tension. Peut-être des notions que vous ne connaissez pas, qu'on ne vous a pas peut-être enseigné en licence, c'est des notions un peu plus évoluées, c'est ce qu'on appelle la tension de Josephson. On a parlé des références étalons, hein, donc les 7 grandeurs fondamentales du système d'unité. Mais qu'en est-il en électricité? Par exemple, quel est l'étalon de la tension actuellement? Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur ça? Non? Vous écoutez ou non? Il n'y a pas de retour. Vous m'écoutez ou non? Oui, monsieur, oui, monsieur. J'ai posé la question. Vous êtes des électriciens, hein, vous avez fait une licence d'électronique. Je vous pose la question, quel est l'étalon de la tension aujourd'hui, en 2020, en 2021, on est en 2021. Est-ce que vous pouvez me répondre? Étalon de tension, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, hein, c'est une précision très très grande, de l'ordre de 10 puissance moins 8. Hein. Dans les laboratoires de physique et de TP en électronique, vous avez des alimentations. Vous pouvez réaliser un circuit qui génère par exemple 5 volts, 12 volts, etc. 1 volt, donc avec des régulateurs. Mais vous vous êtes jamais posé la question, quelle est la précision de votre tension de 5 volts ou de 12 volts dans votre ordinateur, dans votre alimentation? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Bon, cet enseignement est un peu délicat, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'interaction, c'est un problème. Voilà, maintenant, il y a un effet physique, je vous le demande de faire des recherches dans ce sens, un effet physique qui s'appelle l'effet Josephson.
L'effet Josephson utilise des jonctions non pas à semi-conducteurs, ils utilisent des jonctions supraconducteurs. Vous avez deux supraconducteurs. Je pense que vous connaissez c'est quoi un supraconducteur. Un supraconducteur, c'est un supraconducteur qui a une résistance pratiquement zéro. Ça veut dire que sa résistance, elle vaut zéro à une certaine température. Donc, une jonction Josephson, vous avez deux supraconducteurs et au milieu, vous avez un métal qui sont bombardés par un champ électromagnétique micro-ondes. Cette jonction produit une tension de très haute précision. Ça s'appelle la jonction Josephson. Cette jonction Josephson, c'est de la mécanique quantique. Hein. C'est vraiment de la mécanique quantique. Je ne rentre pas trop dans le détail. Et c'est grâce à cette jonction Josephson que je peux soit imposer une tension, soit mesurer une tension. Donc, avec cette technique, je peux mesurer ou produire une tension avec une très, très grande précision. Maintenant, ça, c'est pour la tension. Pour la tension, on peut se référer à la tension Josephson. Pour le courant, on utilise une tension Josephson multipliée par une résistance. Et quelle est la résistance aussi? Étalon. Vous savez très, très bien que les résistances utilisées en électronique, c'est des résistances de 5%, hein, donc 1 kilo-ohm, une résistance de 1 kilo-ohm, 5%, ça produit 50 ohms d'erreur pour 1 kilo-ohm. C'est beaucoup. Hein? Et donc, si vous prenez 1% de résistance, ça produit une erreur de 10 ohms pour 1 kilo-ohm. C'est beaucoup. Quelle est la résistance étalon? Voilà aussi un autre effet quantique qui a été inventé. Hein. Donc l'effet Josephson et l'effet Hall quantique. Vous avez l'effet Hall, normalement vous l'avez fait en licence, mais il y a un autre effet que vous n'avez pas fait qui s'appelle l'effet Hall quantique. C'est grâce à l'effet Hall quantique qu'on a pu réaliser des résistances de très haute précision qui sont devenues des étalons de résistance, des étalons électriques, grâce à l'effet Hall quantique. Donc, ces deux paramètres, UG, VG, RK, donc c'est des tensions et courants étalons. Donc, on a pu se référer par rapport à la constante de Planck. Donc, en théorie, je ne veux pas rentrer dans une théorie très compliquée. Donc, le produit I fois I exprimé en watts dépend de la constante de Planck, qui dépend aussi de la constante de Josephson, par référence à l'effet Josephson, et de la constante de von Gliessing. Donc, von Gliessing, c'est l'effet Hall quantique. Donc, ces deux effets, effet Josephson, effet Hall quantique, c'est toute une théorie. Hein. Donc, l'effet Josephson nous permet d'avoir une tension très précise à partir des rayonnements micro-ondes, qui a une fréquence F sur N jonction. J'ai expliqué tout à l'heure c'est quoi une jonction. Donc, N jonction, supraconducteur, isolant, supra. Soit la tension Josephson, cette tension Josephson, elle est donnée par cette formulation. Elle est égale à N, le nombre de jonctions, fois H, la constante de Planck, fois la fréquence de bombardement de la jonction Josephson, divisé par 2, E. E, c'est l'électron, la charge de l'électron. Et qui est égal à N fois la fréquence fois la constante Josephson. Ça, c'est la constante Josephson qui est égale à 2E sur H. C'est une constante. Hein? E, c'est constant, H, c'est constant. Voilà. Et donc, l'effet Hall quantique, par ailleurs, l'effet Hall quantique permet d'obtenir une résistance de haute précision, appelée résistance de Hall, et dépend de la constante de von Gliessing, RK, soit donc la résistance de Hall est égale à la résistance de von Gliessing divisé par P, ça c'est un nombre, il est égal à la constante de Planck divisé par P, E au carré. Donc, on voit très très bien que la résistance et la tension Josephson et la résistance étalon dépendent de la constante de Planck.
Voilà l'idée de la balance de Kibble. Vous savez, hein, donc la balance de Kibble, il y en a des livres sur la balance de Kibble, et il y a beaucoup d'articles scientifiques que vous pouvez trouver sur Internet, généralement en anglais, qui parlent de la balance de Kibble. Et donc, il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup d'électronique. Hein. Donc, cela permet d'obtenir la masse M comme suit. Donc, la masse, elle sera donnée par cette formulation, hein, en remplaçant les tensions Josephson et les résistances étalons. On va trouver que la masse dépend de la constante de Planck. Donc, ça, c'est des constantes. G, la gravitation, on a dit qu'on peut la mesurer avec très grande précision. La vitesse de déplacement de la bobine. La fréquence, elle est constante. Hein, la fréquence, quand on dit fréquence, attention. Hein, la fréquence et le temps, c'est deux paramètres qui sont inversés. Hein. Attention, on parle de la seconde. Quand on parle de la fréquence, générer une fréquence très très précise. Ça, c'est important en télécommunication. Hein. On se réfère à quoi? On se réfère toujours aussi à l'horloge atomique. Hein. Attention. Hein. Si on veut avoir des fréquences très 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 stables. Donc, c'est important. Donc, on peut avoir des fréquences très très stables par le principe de l'horloge atomique, toujours. Hein. Donc, c'est pour cela qu'il y a aussi, hein, attention, hein, il y a toute une météorologie des fréquences. Hein. Il y a des institutions qui font que de la météorologie des fréquences. Donc, à quel point c'est important la fréquence dans le domaine des télécommunications, par exemple, dans le domaine de la transmission, etc. Et donc, mesurer la fréquence avec une précision, c'est très important. Actuellement, on va vers la 5G. Et la 5G, c'est quoi? C'est un problème de fréquence. Hein? Quand on dit 5G, on va aller vers des fréquences supérieures. Et donc, sur un spectre de fréquence, la précision de la fréquence, elle est très, très importante. Donc, la constante de Planck, elle est définie, hein, donc, une fois pour toutes, pour se faire la référence à la masse. Voilà, donc, juste un principe, comment mettre en pratique une expérience qui mesure la masse avec une précision de 10 puissance moins 8. Donc, on est dans quoi? On est dans le nanogramme. Vous allez poser la question, quel est l'intérêt de mesurer au nanogramme près? Eh bien, actuellement, dans la médecine de demain, dans la pharmacie de demain, mesurer au nanogramme près, c'est très important. L'ampère. L'ampère, la dernière définition, date de 2019. Parce que l'ampère, il a été défini donc, en 1948. Hein, c'était l'unité de l'intensité du courant électrique, définie à partir de la force mécanique s'exerçant entre deux fils séparés d'1 mètre dans lesquels circule un courant électrique. Vous pouvez trouver ces définitions dans beaucoup de livres. Hein. Mais attention, si vous prenez un livre qui a été fait avant 2019, vous ne trouvez pas cette nouvelle définition. L'ancienne définition avant 2019, donc l'ampère, c'était défini à partir de la force mécanique s'exerçant entre deux fils séparés d'1 mètre dans lesquels circule un courant électrique. Donc, cependant, en pratique, cette définition est difficile à réaliser avec l'incertitude de mesure requise. Très difficile. Donc, pour atteindre une précision de 10 puissance moins 8 ampères, c'est un peu difficile. Cependant, en pratique, elle n'exprime pas ce qui est fondamentalement un courant électrique, hein, à savoir un flux de charge élémentaire par unité de temps. Quand on dit l'unité l'ampère, c'est quoi l'unité l'ampère? L'unité l'ampère, c'est un flux d'électrons dans un matériau conducteur. Donc, il sera plus intelligent de définir l'ampère à partir de l'électron. Comment? Le problème, c'est comment? Parce que la définition avant 2019, c'était la force mécanique qui s'exerçait entre deux fils. Vous avez deux fils très longs, sont traversés par un courant, et bien que la force qui est exercée qui est mesurée, la force
qui s'exerce entre les fils, elle est mesurée et on fait référence à l'ampère. Mais cette méthode n'est pas très précise. En plus, elle fait intervenir donc une force mécanique. Donc, on se réfère à une force mécanique, ce qui n'est pas très drôle. Donc, d'où l'idée donc, de redéfinir l'ampère en fixant la valeur de la charge élémentaire E, qui est la charge de l'électron. Donc, dans cet objectif, donc, les chercheurs des laboratoires de météorologie du monde ont réalisé un étalon matérialisant cette nouvelle définition avec une incertitude record pratiquement égale à 10 puissance moins 8. Voilà, donc vous allez dire par rapport à l'électron comment? Tout à l'heure, j'ai expliqué dans la balance de Kibble, la balance de Kibble découle des choses qui ont relation avec l'ampère. Tout à l'heure, j'ai parlé dans la balance de Kibble qu'on doit mesurer une tension et un courant avec précision. Comment mesurer un courant avec précision? Actuellement, en 2021, on le mesure par rapport à une tension Josephson et par rapport à une résistance étalon définie par l'effet Hall quantique. Donc, ces deux effets sont en relation avec la constante donc, élémentaire qui est la charge élémentaire. Donc, il en résulte de cette définition qu'un ampère est le courant électrique correspondant au flux de 1 sur 1,6 10-9 de la charge élémentaire par seconde. Voilà la définition de l'ampère. Donc, c'est une définition. Hein, donc, vous trouvez dans le VIM l'ampère symbole A et l'unité de courant électrique. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge élémentaire E égale à 1,6 10-9 lorsqu'elle est exprimée en coulomb. Unité égale à ampère seconde, la seconde étant définie en fonction de la transition des niveaux hyper fins de l'atome de césium. Voilà, ça c'est la définition de l'ampère. Donc la nouvelle définition de l'ampère, c'est en fonction de la charge élémentaire. Donc c'est une constante physique. Donc on peut reproduire cette expérience de mesure de l'ampère n'importe où dans le monde, entre autres l'Algérie. Donc heureusement qu'on a des nouvelles définitions. Donc on peut, si on va avoir dans le futur donc un laboratoire national d'étalonnage algérien, il ne sera qu'avec ces nouvelles définitions. Le Kelvin aussi, il a posé souvent des problèmes. Donc la température, l'unité de température thermodynamique, le Kelvin, a été introduit dans le système international en 1954 seulement. Ça ne date pas de 1800. 1954, lors de la 10e conférence générale des poids et mesures. Il a été défini à partir d'une propriété fondamentale d'un constituant de la matière, la température du point triple de l'eau. C'est-à-dire, en 1954, ça a été défini comme étant une propriété fondamentale d'un constituant de la matière, le point triple de l'eau. Ça veut dire quoi, le point triple de l'eau? C'est un point unique où l'eau coexiste sous forme liquide, gazeuse et solide. Donc, vous avez une certaine température où l'eau passe par une phase, ce qu'on appelle par 3 phases, donc par un point, où la phase liquide, la phase gazeuse, la phase solide coexistent en même temps. Et donc, cette phase a été mesurée et on fait référence à cette phase. Cependant, donc, la mise en pratique de cette définition reposait de fait sur un artefact, la réalisation d'une cellule. Donc, il faut réaliser une cellule au point triple de l'eau. Et donc, la définition et les spécifications ont évolué dans le temps avec une incertitude de réalisation qui sont assez grandes. Donc, pour remédier à ce problème, la constante, on va relier la température à une constante physique. Quelle constante physique? Donc, il fallait s'affranchir des caractéristiques macroscopiques d'un corps. Donc, quand on voit le point triple de l'eau, donc c'est une caractéristique macroscopique. On se réfère à une caractéristique macroscopique. Les chercheurs, avec plusieurs recherches, c'est des recherches très profondes, ils ont essayé de faire donc une relation de la température par rapport à un effet microscopique.
Donc, d'où la proposition de la Conférence générale des poids et mesures de fonder le Kelvin sur la définition microscopique de la température, à savoir la mesure de l'agitation thermique. On vous a appris qu'en électronique, quand l'électronique bouge dans la matière, il y a ce qu'on appelle l'agitation thermique. Cette agitation thermique produit de la chaleur. Produit de la chaleur. Et donc, on peut donc se référer par rapport à une constante physique. La constante physique qui est en relation avec le Kelvin, c'est la constante de Boltzmann. D'ailleurs, quand vous avez fait les semi-conducteurs, quand vous écrivez l'équation de la diode, dans l'exponentielle, il y a un fameux tension qui n'a pas une tension qui est la tension qu'on appelle la tension VT, la tension thermodynamique, qui vaut KT sur E dans les diodes, dans les transistors. Et K, c'est la constante de Boltzmann. Donc le Kelvin, son symbole c'est K, est l'unité de température thermodynamique du système international. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann, qui est égale à 1,3 10-23, lorsqu'elle est exprimée en joules par Kelvin. Unité égale à kilogramme, mètre au carré, seconde moins 1, Kelvin moins 1. Le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de la constante de Planck, de la vitesse de la lumière et de la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'attente de césure. Voilà un peu donc la définition du Kelvin. Bon, il y a des expériences qui mettent en pratique donc cette définition. Voilà, donc on passe à la mole. La mole, c'est la 6e unité du système international. C'est l'unité de mesure de la quantité de matière. La mole, donc, est la dernière des 7 unités de base à avoir été intégrée au système SI. Il a été intégré, donc cette unité, elle a été intégrée en 1971. Elle a été redéfinie en 2019. Voilà. Elle a été définie en 1971 à partir de quoi? À partir du nombre d'atomes que contient 12 grammes de carbone, 12. Elle fait partie des 4 unités de base du système SI, redéfinie à partir d'une constante de la nature en novembre 2018. Voilà, en 2018, lors de la 26e conférence générale des poids et mesures. Donc, la mole a été définie, cette fois-ci, à partir de la constante d'Avogadro. Et donc, elle a été définie premièrement en 1971, mais vu l'importance de la mole aujourd'hui dans l'industrie, eh bien, elle a été redéfinie en fonction de la constante d'Avogadro, et c'est une constante. Donc, la dernière unité, c'est la candela. Donc, candela, donc l'intérêt pratique des mesures des rayonnements optiques pour l'éclairage émerge dès le début du XVIIIe siècle. Donc, l'intensité lumineuse, elle est importante donc, actuellement. Ces mesures sont regroupées sous la dénomination de photométrie. Donc, il faut faire très attention. Qu'est-ce que ça veut dire la photométrie dans le domaine de la physique? Photométrie. Quand on dit photométrie, c'est toute étude de rayonnement dans le domaine du visible. Attention, quand on dit photométrie, c'est dans le visible. D'accord? Donc, c'est très, très important donc, de savoir la dénomination. Donc, très rapidement est apparue l'utilité d'avoir un étalon de lumière. Donc, l'étalon de lumière et de définir des unités photométriques. L'unité d'intensité lumineuse, donc le candela, a été choisie comme unité de base. Donc, l'unité, donc le candela est l'unité du système SI.
d'intensité lumineuse, l'intensité lumineuse, attention, dans une direction donnée. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de l'efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540 10 puissance 12 Hz. Donc le KCD, donc l'efficacité lumineuse, le KCD, égale à 683 lorsqu'elle est exprimée en lumen par watt. Unité égale à candela stéradian par watt. SR, ça veut dire stéradian. Ou candela stéradian par kilogramme par mètre au carré seconde plus puissance par watt. Donc le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de H, C et delta V. Voilà, donc ça c'est la définition de la candela. Donc il y a des expériences dans ce sens, je ne vais pas les mentionner, qui montrent comment réaliser l'étalon de l'intensité lumineuse. Mais on sait très très bien que maintenant l'intensité lumineuse, donc, elle dépend d'une constante physique et qui a été définie en 1979. Donc c'est un peu ancien. On reste toujours dans des définitions, on reste dans des définitions qui sont importantes. Donc, pour ce module, parce que c'est un premier chapitre donc, qui est en relation avec certaines définitions, avec certains éclaircissements. Et on va redéfinir. Je vous ai envoyé hier donc, vous avez été destinataire hier de plusieurs fichiers. Donc, je vais un peu parler de ces fichiers. Je vous ai envoyé donc un cours, un premier fascicule de cours concernant ce module. Je vous ai envoyé donc la série d'exercices TD1. Je vous ai envoyé aussi le TP1. Donc, le TP1, vous avez l'énoncé, TP1. Et vous avez le compte rendu. Donc faites attention. Le TP1, donc, il y a une partie théorique à lire et à comprendre avant de venir au TP. Et le compte rendu, donc vous devez répondre donc, sur le compte rendu l'expérience du TP. Et je vous ai envoyé aussi le VIM. Donc le VIM et le système international d'unité. Donc, ce que j'ai expliqué ici, le système international d'unité, il est sur le net. Le VIM est sur le net, mais je vous ai envoyé ces deux fichiers. Donc, si je reprends quelques définitions importantes, mesurage, measurement, est défini par le VIM de 1. Mesurage, c'est processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à une grandeur. Donc, mesurage, c'est obtenir expérimentalement des valeurs attribuées à une grandeur. Métrologie, j'ai déjà défini ça par le VIM de 2, c'est science des mesurages. La métrologie, c'est science des mesurages et ses applications. La métrologie comprend tous les aspects théoriques et pratiques des mesurages, quelle que soit l'incertitude de mesure et le domaine d'application. Mesurande, attention, ne pas confondre entre mesurage et mesurande. C'est un langage qui est propre à la métrologie. Faites attention à ne pas confondre. Je donne les deux formes, donc les deux langues en français et en anglais. Mesurande en français, mesurande donc en anglais. Grandeur qu'on l'on veut mesurer. Le mesurant, c'est la grandeur que je veux mesurer. La spécification d'un mesurant nécessite la connaissance de la nature de la grandeur et la description de l'état du phénomène, du corps ou de la substance dont la grandeur est une propriété, incluant tout constituant pertinent et les entités chimiques en jeu. D'accord? Donc, généralement, le mesurant, quand vous mesurez avec un capteur de température, la température, c'est le mesurant.
L'étalonnage. L'étalonnage, en anglais, calibration, défini par le VIM 239, c'est l'opération qui, dans des conditions spécifiées, établit une première relation, en une première étape, une relation entre les valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et des indications correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un résultat de mesure à partir d'une indication. Qu'est-ce que ça veut dire, cette explication? L'étalonnage, donc, c'est une opération. C'est l'opération qu'on fait dans un laboratoire d'étalonnage. C'est-à-dire, je veux étalonner quoi? Généralement, on étalonne des instruments, des capteurs. Par exemple, vous avez un capteur acheté, conçu, etc., produit par une industrie. Donc, on doit avoir ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. On va expliquer. Même l'étalonnage, on va en parler dans un second chapitre. Et donc, l'étalonnage, c'est un processus important pour la maîtrise des mesures. Si on ne fait pas d'étalonnage, on ne peut pas assurer une qualité de mesure. Ça veut dire, si vous ne connaissez pas l'étalonnage de votre capteur et de votre instrument, vous ne pouvez pas l'utiliser pour bien mesurer. On verra ça dans le chapitre 2. Donc, remarque, un étalonnage peut être exprimé sous la forme d'un énoncé, d'une fonction d'étalonnage, d'un diagramme d'étalonnage, d'une courbe d'étalonnage ou d'une table d'étalonnage. Dans certains cas, il peut consister en une correction additive ou multiplicative de l'indication avec une incertitude de mesure associée. Bon, on va aborder dans un troisième chapitre les incertitudes et vous allez comprendre encore mieux. L'instrument de mesure. L'instrument de mesure, il est défini aussi par le VIM. Donc, l'instrument de mesure, c'est quoi? À ne pas confondre avec système de mesure et avec chaîne de mesure. Regardez, instrument de mesure. VIM 3.1. Dispositif, measurement instrument. Dispositif utilisé pour faire des mesurages. Généralement, un multimètre, c'est un instrument de mesure. Seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes. Donc, c'est un instrument qu'on utilise seul, qu'on utilise avec d'autres instruments. Donc, généralement, c'est un appareil. Système de mesure, measuring system. Ensemble d'un ou plusieurs instruments de mesure et souvent d'autres dispositifs comprenant si nécessaire réactifs et alimentation, assemblés et adaptés pour fournir des informations destinées à obtenir des valeurs mesurées dans des intervalles spécifiés pour des grandeurs de nature spécifiées. Ça veut dire ici un système de mesure, il peut regrouper plusieurs dispositifs, plusieurs instruments pour faire une opération bien spécifiée. Voilà, c'est quoi un système de mesure. Par contre, une chaîne de mesure, measuring chain, suite d'éléments d'un système de mesure qui constitue un seul chemin du signal depuis le capteur jusqu'à l'élément de sortie. Une chaîne de mesure, par exemple, vous avez un capteur, vous avez l'amplificateur de conditionnement, vous avez le filtrage, vous avez le convertisseur analogique digital, vous avez toutes des systèmes qui sont associés comme chaîne. Et en sortie, vous allez véhiculer le signal du capteur vers un ordinateur, par exemple. C'est ça, une chaîne de mesure. Bon, on va définir c'est quoi capteur. Vous connaissez le capteur, c'est un module que vous avez fait déjà en licence. Capteur, une définition, il y a plusieurs définitions dans les livres, mais moi je vous donne la définition du VIM 3.8. Donc le VIM, c'est une définition internationale. Sensor. Pourquoi sensor? Donc je peux vous poser la question. Capteur, en anglais on dit sensor. Élément d'un système de mesure qui est directement soumis à l'action du phénomène, du corps, de la substance portant la grandeur à mesurer. On vous a peut-être défini le capteur dans licence comme étant
un transducteur, comme étant un transformateur d'énergie, comme étant un convertisseur d'une grandeur physique en grandeur électrique. Il y a plusieurs définitions, mais la définition standard, qui est définie par le VIM, c'est celle-ci. Par exemple, vous avez la sonde de platine. La sonde de platine, qui est très utilisée dans l'industrie. La sonde PT100, platinium 100. 100, ça veut dire 100 ohms. La sonde de platine, c'est un capteur qui est utilisé énormément dans le domaine industriel, qui a une bonne précision et qui peut mesurer entre moins 272,5 degrés jusqu'à 961,78 degrés. C'est pratiquement la gamme de travail d'une sonde de platine. L'avantage de la sonde de platine, elle a pratiquement une bonne linéarité dans une bonne plage. Donc, généralement, un capteur, on ne l'utilise jamais dans toute cette gamme. Généralement, on l'utilise dans une gamme plus restreinte. Pourquoi? C'est pour garantir la bonne linéarité. Donc, un capteur, c'est quoi? Un capteur, vous avez plusieurs types de capteurs. Attention, vous avez les capteurs actifs et les capteurs passifs. Ça, vous faites ça avec M. Boukhnos, je pense. Donc, il vous explique en profondeur ce principe. Donc, le capteur passif, le capteur actif. Le capteur passif, généralement, c'est une impédance. Ici, par exemple, c'est une résistance, la résistance de platine. Et le capteur actif, généralement, c'est un générateur d'énergie. Par exemple, comme le thermocouple. Le thermocouple, vous avez une jonction de deux métaux différents qui produisent une énergie, donc une tension, sous l'action d'une température. Voilà. Donc, à ne pas confondre capteur, c'est très important, et détecteur. Détecteur. Donc, détecteur, il est défini aussi par le VIM 3.9. Quelle est la différence? Il y a des gens qui mélangent. Des fois, on écoute certains dans leur PFE, dans l'industrie, des gens qui mélangent entre capteur et détecteur. Ce n'est pas la même chose. Un détecteur, c'est un dispositif aux substances qui indique la présence d'un phénomène, d'un corps, d'une substance, lorsqu'une valeur de seuil d'une grandeur associée est dépassée. Qu'est-ce que ça veut dire ce langage? Ça veut dire que un détecteur, il ne mesure pas exactement la grandeur physique. Il mesure le dépassement d'un seuil. Qu'est-ce que ça veut dire un dépassement de seuil? Regardez ici en bas. Monsieur, du numérique là. Non. Détecteur. On ne dit pas numérique. Ça, ce n'est pas un langage propre à l'instrumentation. C'est vrai. Écoutez-moi. Il y a beaucoup de... Ce type de langage existe, même dans les livres. On parle de capteur numérique, etc. Mais le capteur, quand on dit numérique, je vous dis pourquoi. Dans le domaine de l'instrumentation, on parle de capteur, sensor, celui qui délivre une grandeur analogique. On parle de détecteur. Le détecteur, ça veut dire il travaille avec un seuil. Donc, vous avez des détecteurs qui sont des détecteurs. On va faire un exercice dans ce sens la semaine prochaine, dans le TD. Et vous avez des détecteurs qui sont réalisés à partir de capteurs. Maintenant, quand on dit capteur numérique, ça veut dire que c'est un capteur qui vous donne en sortie une grandeur numérique. Attention. Qui dit le capteur numérique, ça veut dire qu'il donne une grandeur numérique. C'est toujours un capteur, ce n'est pas un détecteur. Un capteur, il donne une grandeur numérique. Il donne une grandeur numérique par quel moyen? Par exemple, vous prenez Arduino, vous achetez des shields, celui qui vend des composants électroniques, vous achetez des shields. Les shields, c'est quoi? Généralement, c'est un capteur qui se connecte directement au bus de l'Arduino. Directement, il se connecte à un bus numérique. Pourquoi? Parce que ce capteur, c'est un module, ce n'est pas un capteur. Généralement, vous avez le capteur plus le module électronique qui fait la conversion analogique digitale. D'accord? Et on parle actuellement de capteurs intelligents.
On parle de capteurs smart. يعني هذا هو le langage actuellement des capteurs. Capteurs numériques, bon, c'est beaucoup plus un abus de langage, mais généralement dans le langage d'aujourd'hui, si on veut parler des capteurs numériques, on parle des capteurs intelligents, intelligent sensor ou smart sensor. On parle beaucoup plus de ça. On les trouve par exemple dans les smartphones, dans les téléphones mobiles, on les trouve dans beaucoup de systèmes automobiles. On trouve des capteurs, mais on les appelle smart sensor. On ne les appelle pas capteurs numériques. On appelle smart sensor. Ça veut dire que c'est une puce. Vous avez le capteur analogique, plus l'intégration de toute la chaîne de mesure que j'ai parlé tout à l'heure. L'amplificateur, le convertisseur, le filtre, et vous avez même des fois le microprocesseur qui est intégré avec la puce. C'est le cas des MEMS. Vous avez des MEMS accéléromètres. Vous avez des accéléromètres maintenant. C'est des capteurs à 3 dimensions qui sont dans une seule puce. Ils vous délivrent directement la grandeur numérique. Vous allez dire ça, c'est un capteur numérique. Ça, c'est un capteur MEMS. On dit capteur MEMS et généralement, on l'appelle Smart Sensor. Et à ne pas confondre avec Intelligent Sensor. Là, ce que je suis en train d'expliquer, le détecteur. Par exemple, vous allez la détection. Par exemple, le détecteur de fumée. Le détecteur de fumée, il va donner une alarme 0, 1. Si c'est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de feu. Si c'est 1, il va déclencher une alarme. Il y a un feu. Vous êtes dans le domaine automobile. Vous avez un capteur qui va détecter, par exemple, une température au-delà de la normale du moteur. Si la température dépasse, par exemple, 90 degrés dans un moteur, vous avez un capteur. Généralement, c'est celui-ci. Regardez, celui-ci, c'est un détecteur qui est utilisé dans l'industrie automobile. Qu'est-ce qu'il va? Il va fermer l'interrupteur, c'est tout. Il ne mesure rien du tout. Hein. Il va, au-delà de 90 degrés, par exemple, il va fermer l'interrupteur et quand il ferme l'interrupteur, il déclenche un ventilateur pour réduire la température moteur. هذا هو détecteur. هنا ماهوش numérique. C'est pas... C'est un interrupteur. Est-ce qu'on va dire que c'est numérique? Donc, dans un transistor, par exemple, de puissance ici, vous avez un transistor de puissance. Si ce transistor de puissance va chauffer au-delà de la normale, comment peut-on arrêter le système sans emballer le transistor? On utilise des thermocontacts comme celui-ci, c'est des détecteurs de température. Vous allez le placer sur le transistor et vous avez les deux contacts ici. Ces deux contacts, dès que la température dépasse la température anormale d'échauffement du transistor, parce que c'est un transistor de puissance, il va ouvrir, par exemple, il va arrêter le système pour ne pas emballer le système. Hein, pour ne pas emballer le système. Des fois, la température fait des dégâts dans les systèmes mécaniques ou électriques. Hein. Donc, c'est pour cela que ce type de détecteur va donner, bon, dans certaines littératures, on l'appelle le capteur tutorien. Capteur tutorien dans certains. C'est un problème de langage. Hein. Attention. Hein. Donc, il y a un mélange de langage. Hein. Il y a un mélange de langage. Là, on suit beaucoup plus le langage français. Les Français, des fois, ils mélangent. Donc, il y a un langage international. Là, qui dit le VIM, ça, c'est un langage international. En plus, je vous ai envoyé le VIM qui est donné dans les deux langues, français et anglais. Donc, c'est beaucoup plus scientifique. Je vous pose le problème de le langage. Là. Quand vous dites capteur de température, vous allez à l'industrie, mais on dit capteur de température. Ils disent sonde de température, une sonde. Dans le véhicule, par exemple, le matin, quand vous mesurez le niveau d'huile dans votre véhicule, c'est une mesure de niveau d'huile. On dit la jauge à l'huile. On dit jauge. Monsieur Boukhnos vous enseigne maintenant les capteurs de force. On utilise des capteurs à jauge. Capteur à jauge, jauge de contrainte. Est-ce que c'est un langage scientifique, c'est un langage industriel, c'est quoi? Donc, est-ce qu'on peut dire capteur de contrainte ou la jauge de contrainte? Donc, je vous laisse ça. Attention, les mots, c'est un problème. Donc, il faut savoir quel est le mot scientifique utilisé.
Et tout dépend du niveau. Hein. Donc, si vous êtes technicien supérieur, ingénieur, etc., donc ça dépend. Les langages se diffèrent. Un autre principe du détecteur, par exemple, détecteur de température, ça, il y en a un exercice dans ce sens. C'est ce qu'on appelle le bilam. Le bilam, maintenant, vous avez donc les contacts. Vous avez un contact ici. Donc, le bilam, c'est quoi son principe? Donc, si vous avez une température au-delà de la normale, et on peut fermer ce contact. Et il y a un exercice dans ce sens, on va le voir un peu plus en détail pour comprendre. Attendez, si je... Donc, ce bimétal, on va l'expliquer la prochaine fois dans l'exercice. Je vais résoudre cet exercice avec vous la prochaine fois. Mais puisque vous avez la série d'exercices, essayez de le faire et le comprendre. On va le faire ensemble. Bon, je finis donc ce cours par ce slide. Donc, les capteurs, généralement, il y a une analogie avec les organes sensoriels. Donc, si vous dites capteur de force ou de température, c'est en relation avec le toucher. Capteur acoustique, en relation avec l'ouïe. La vision, donc, on peut avoir des capteurs des caméras, des capteurs pyroélectriques. Hein, donc, pyro, ça veut dire des capteurs à distance. Donc, capteur de température à distance. Notre vision capte l'image et capte la température aussi. Hein. Le goût, c'est des capteurs d'ions. Et l'odorat, c'est des capteurs de gaz ou de pression, de composition gazeuse. Voilà, donc déjà dans notre système sensoriel, il y a pas mal de capteurs qui sont complexes, qui sont basés sur des neurorécepteurs dans le système complexe des réseaux de neurones de l'être humain. Donc, le cerveau il est connecté avec des neurorécepteurs qui sont répartis un peu partout dans le toucher, l'ouïe, la vision, le goût, l'odorat, etc. Et voilà, donc je termine donc cette première partie. Donc, je vous invite dans 5 minutes, hein, c'est juste pour... donc, je vais utiliser un autre ordinateur pour essayer de résoudre les exercices, quelques exercices de la série de TD. Et pour cela, j'utilise un autre ordinateur. Donc, j'utilise un stylet pour écrire. Et donc, vous vous connectez, ou vous restez connecté. Je sais pas, parce que j'utilise un autre ordinateur. Je vais voir si vous restez en ligne. Et dans 5 minutes, je vais vous rejoindre pour le TD. C'est bon? Vous écoutez? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur. Dans 5 minutes, je vais commencer le TD. Hein. Ok, on reste connecté, monsieur. Restez connectés, bien sûr.